Bonjour à tous. Nous allons donc commencer ce webinaire consacré au livre Les blockchains, de la théorie à la pratique et de l'idée à l'implémentation. Donc je me présente, je suis Frédéric Goujon, je suis un des auteurs du livre et je vais vous expliquer en quelques slides le fonctionnement des blockchains, essayer de rentrer dans les détails pour vous montrer ce qui est possible de faire. Je dis bien essayer parce que le sujet est quand même très vaste. Nous allons parler un petit peu de pratique à la fin et pour finir, nous répondrons à des questions-réponses dans le temps qui nous est imparti. Alors, qu'est-ce que la blockchain hein? Pour commencer, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la blockchain, ça reprend donc des concepts qui sont déjà existants. Et l'intérêt de la blockchain, justement, c'est de fusionner ces différents concepts de cryptographie, de consensus, de peer-to-peer dans une application, dans un protocole. Pour être très précis, la blockchain est un protocole. Ce n'est pas une base de données, c'est vraiment un protocole. Et apporter de la confiance pour justement, entre des échanges entre différentes parties, l'objectif est de supprimer des tiers de confiance, des personnes qui aujourd'hui s'intercalent entre deux individus qui veulent faire une transaction. Et le rôle de la blockchain, c'est justement d'apporter cette confiance à la fois via le peer-to-peer, le consensus et la cryptographie. Donc nous allons descendre un petit peu plus en détail pour expliquer ce que chacun des concepts va nous apporter, mais j'insiste vraiment sur ce point. La blockchain n'est pas quelque chose de nouveau, la cryptographie c'est quelque chose de très ancien, d'extrêmement ancien d'ailleurs, on en parle dans notre livre, c'est des choses qui ont été travaillées et qui sont vraiment très anciennes. Le consensus et le peer-to-peer également sont... le consensus est ancien, le peer-to-peer un petit peu plus récent, et tout ça regroupé dans un concept de blockchain va nous permettre d'apporter de la confiance dans nos échanges. Alors comment on peut décrire la blockchain? L'objectif c'est de vulgariser au maximum les choses pour que vous y voyez l'intérêt et compreniez ce que cela peut apporter. On va schématiser mais vraiment à l'extrême, on va représenter la blockchain comme un registre unique. L'image du registre papier n'est pas une mauvaise image. On peut imaginer que la blockchain soit un registre où chacun note ses transactions avec l'émetteur, le destinataire, ce qui a été transmis, donc ça peut être un cas d'usage que vous connaissez pratiquement tous, c'est le Bitcoin, qui est un des usages de la blockchain, il y en a beaucoup d'autres, mais dans cette notion de crypto-monnaie, on va transférer des éléments de crypto-monnaie d'un compte vers un autre, et on peut imaginer que tout soit enregistré dans un registre papier. Alors ce registre papier, vu qu'il est matérialisé par un objet, il va être unique, donc ça fait foi. Tout le monde peut se référencer au registre. On va historiser la totalité des transactions. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique pour avoir un historique en cas de conflit et savoir qui a transmis quelle information, quel objet, quelle quantité et à quelle date également, parce qu'on va historiser en mettant un horodatage, on va garder la date et l'heure de chaque transaction dans ce registre. Donc là, c'est parfait, c'est très pratique. Seulement, quand on raisonne avec un registre papier, on n'a qu'une seule version à un seul endroit, et du coup, ça limite un petit peu ce champ d'action. Eh bien, imaginons que à l'heure actuelle, avec l'informatique, on a la possibilité de démultiplier ce registre, mais toujours à l'identique, sur plusieurs points physiques différents. Et en démultipliant ce registre, on va avoir la possibilité de vérifier le contenu du registre à différents endroits, que plusieurs personnes puissent écrire à l'intérieur du registre, et là on va donner un intérêt encore plus important à ce registre, car on va pouvoir le dupliquer et le rendre accessible à différents endroits. Si vous imaginez cette chose-là, vous avez compris ce qu'est la blockchain. En fait, c'est un registre, alors on ne va pas dire unique, mais il va être décentralisé, il va être
multiplier pratiquement à l'infini. Et il faut avoir à l'esprit que chaque personne qui va vouloir travailler avec la blockchain va posséder une copie de ce registre sur la machine qu'il va utiliser, soit pour développer, soit pour transférer de l'argent ou autre. Et de ce fait, le registre va être vraiment démultiplié. Et le fait qu'il soit présent en plusieurs versions à des endroits différents va le rendre infalsifiable. Il va être totalement impossible techniquement de modifier un élément dans tous les registres présents à l'heure actuelle sur Internet, car comme je vous l'ai dit, chaque personne utilisant la blockchain possède une version du registre sur son ordinateur. Donc ça, c'est pour vous expliquer de façon très vulgarisée le principe de la blockchain. Alors, qu'est-il possible de mettre dans la blockchain? Je vous ai déjà parlé de la crypto-monnaie. C'est un des éléments qui est le plus connu à l'heure actuelle parce que tout le monde a entendu parler du Bitcoin. Sachez qu'il y a énormément de crypto-monnaies différentes. Il y en a un nombre, c'est plusieurs centaines de crypto-monnaies sont aujourd'hui utilisables avec des différentes notoriété. Le Bitcoin est le plus connu, mais on a plusieurs versions de crypto-monnaies utilisables à l'heure actuelle. Alors, c'est un des cas d'usage. Ce qu'il faut voir, c'est que plutôt que de mettre de la monnaie à l'intérieur, on a la possibilité de mettre des validations de documents. Alors, j'insiste sur un point, on ne met pas les documents dans la blockchain, on met simplement un hash, pour les personnes qui sont un peu techniques, c'est comme une empreinte digitale qui est unique pour un document. Si vous changez ne serait-ce qu'une virgule d'un document, le hash qui correspond à un algorithme qui va être passé sur le contenu du document va être différent si vous modifiez le document. Donc si vous avez un hash qui est encore une fois comme un type d'empreinte digitale électronique d'un document, vous avez la possibilité de certifier que vous êtes en possession de l'original. Il suffira de repasser l'algorithme dessus et si vous avez l'original, le chiffre qui va être produit va être strictement identique à celui qui a été posté dans la blockchain. Et là, on va avoir la possibilité de certifier qu'à telle heure et à telle date, on avait le document en notre possession et on a une preuve de l'originalité du document. Alors, on a la possibilité aussi de faire des votes électroniques. On a plusieurs cas d'usage de la blockchain. Là, en ce moment, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir ce qu'il est possible de faire avec la blockchain. Clairement, on ne pourra pas tout faire. Hein. Faut pas non plus, il faut être réaliste sur l'utilisation qu'il est possible de faire. Mais dans certains cas de figure, ça peut être un produit, un protocole extrêmement intéressant pour à la fois gagner du temps dans l'implémentation des applications et également bénéficier d'une infrastructure existante pour l'échange entre différents tiers. Si vous utilisez la blockchain comme moteur d'échange, vous n'avez pas à déployer votre propre infrastructure. Vous avez la possibilité d'utiliser des infrastructures blockchain. Il en existe plusieurs types. Pour vous éclairer également sur un autre point, généralement, la lecture de la blockchain est gratuite, mais ce qui est payant, c'est l'écriture dans la blockchain. Alors, on va parler un tout petit peu plus tard du rôle des mineurs dans la blockchain. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Alors, la blockchain, il faut imaginer qu'on a des blocs qui sont alignés les uns avec les autres, qui forment une chaîne, donc d'où le nom blockchain, et ces blocs vont contenir des transactions. Alors, ce qu'il faut voir au niveau de ces blocs, c'est que dès qu'un bloc est rajouté à la blockchain, ça veut dire qu'il aura été validé, certifié conforme, il peut être ajouté à la blockchain, et à partir du moment où un bloc est ajouté, comme je vous l'ai dit, c'est infalsifiable, on ne peut pas modifier le bloc ni son contenu. Donc ça, c'est une preuve de certification, c'est une garantie que ce qui a été rentré dans la blockchain est bien conforme et que quand on revient sur un historique, on va consulter un bloc qui a déjà été publié,
On est sûr, de par déjà la démultiplication des versions de blockchain, que ce contenu est valide. Comme je vous l'ai expliqué, si on avait besoin de hacker, si on voulait hacker la blockchain, il faudrait modifier tous les blocs dans toutes les versions de blockchain installées sur tous les ordinateurs des utilisateurs. Techniquement, c'est impossible. Et tous les blocs sont donc validés par les mineurs, et à partir du moment où un bloc est inséré, il y est ad vitam aeternam, on ne peut pas le supprimer par la suite. Donc ça, c'est une des possibilités au niveau de la blockchain, c'est que les blocs, une fois inscrits, sont définitivement écrits et ne peuvent pas être supprimés. Donc là, j'ai simulé un petit peu l'action des mineurs, où les mineurs vont valider les blocs. Tous les blocs vont donc s'imbriquer les uns aux autres avec des numéros de blocs qui sont instanciés dès qu'un bloc est validé. Et on va comme ça augmenter le nombre de blocs. Alors aujourd'hui, de mémoire, on est entre 2 et 3 millions de blocs. Il faut savoir, il faut bien l'avoir en tête, c'est que la totalité des blocs vont donc être présents sur chaque machine. Je vous le répète plusieurs fois, mais c'est important. Et de ce fait, on ne va pas pouvoir stocker des quantités énormes de données. Là, on va être à quelques dizaines de gigas aujourd'hui. Je vous ai bien dit dès le début que la blockchain n'était pas une base de données. C'est important, on ne va pas stocker une table contenant les ventes ou les clients d'une entreprise. Ça n'est pas le rôle de la blockchain. La blockchain a pour objectif de stocker la validation, la certification d'écriture via des hashes, donc qui sont voilà, des codes hexadécimaux qui vont permettre de valider que vous avez bien réalisé l'opération, ou des échanges de monnaie. Mais en aucun cas, on va stocker des tables entières de bases de données dans la blockchain. Donc ça, c'est un point également extrêmement important. Alors, dans quel but aujourd'hui, si je vous prends un exemple d'une personne A qui veut transférer à une personne B, aujourd'hui, vous allez utiliser votre banque, l'argent va être envoyé de votre banque à la banque de la personne B qui va être transféré sur son compte. Donc là, on a bien cette notion d'intermédiaire. Aujourd'hui, si vous voulez transférer de la crypto-monnaie d'une personne A à une personne B, c'est fait directement par la blockchain. La demande de transaction est envoyée à la blockchain. Une fois qu'elle est validée, l'argent, la somme est transférée sur le compte du destinataire et il n'y a pas de banque ou d'organisme intermédiaire. Donc ça, c'est une des raisons de l'existence de la blockchain. Au tout début, c'était une des premières utilisations et là, on voit bien que on essaye d'éviter de supprimer la notion d'intermédiaire. Alors, c'est une tâche qui aujourd'hui est relativement complexe. Il y a beaucoup de cas qui sont étudiés pour voir dans notre système comment la blockchain pourrait s'intégrer. Aujourd'hui, du jour au lendemain, on ne pourrait pas tout remplacer. Le système Visa traite des millions et des millions de transactions pour les cartes bleues, par exemple. Voilà. C'est un exemple où la blockchain aurait quand même aujourd'hui, dans l'état actuel, quand même du mal à tout remplacer. Par contre, on a la possibilité de l'intégrer sur différents cas d'usage progressivement pour faciliter les échanges entre les individus sans avoir à demander l'intervention d'un intermédiaire. Alors, je vous expliquais pour la partie Bitcoin, aujourd'hui on a l'Ether, Ripple, Litecoin, il y a beaucoup de monnaies qui apparaissent. Il faut savoir que techniquement, de créer une blockchain, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc on va parler un petit peu de technique tout à la fin. Je vais vous expliquer un petit peu techniquement comment on a la possibilité de créer sa propre blockchain. C'est extrêmement simple et rapide. Après, de là à créer une crypto-monnaie, vous avez la possibilité de le créer pour échanger entre amis. Après, pour que ça soit une crypto-monnaie officielle et reconnue, il y a bien sûr des
beaucoup de choses à respecter, ne serait-ce qu'en sécurité, en stockage des comptes qui vont utiliser cette fameuse nouvelle crypto-monnaie. Donc après, c'est quand même assez lourd et complexe, mais comme je vous l'ai dit, il y a plus d'une centaine de crypto-monnaies aujourd'hui. Donc libre à vous d'entamer les démarches, mais on va aussi parler de la création et de la mise en place de ce qu'on appelle une blockchain privée. Alors les échanges directs entre utilisateurs, voilà, ça c'est vraiment la première utilisation et celle qui est régulièrement mise en évidence au niveau de la blockchain, c'est l'échange direct entre individus. Alors là on a représenté ça par des individus physiques, ça peut aussi être des personnes morales, des entreprises qui vont échanger entre elles directement des biens, des éléments, des informations, des confirmations de réception, et tout ça va passer justement par ces réseaux de blockchain qui vont être mis en place entre des individus, encore une fois des individus physiques ou des individus, des personnes morales peuvent très bien échanger entre elles des informations. Alors la clé de tout ceci, là on parlait de cryptographie, on va utiliser les clés publiques et privées. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, je vais prendre une image extrêmement simple, celle de la boîte aux lettres. Votre adresse postale, vous pouvez la diffuser à énormément de gens, à tout type de personnes, c'est pas quelque chose de confidentiel, vous communiquez uniquement votre adresse, il va correspondre à une rue, un numéro de rue, et l'employé de la poste va déposer votre courrier à cette adresse. Donc ça, on peut schématiser ça comme l'adresse publique, ou on peut la diffuser à n'importe qui, c'est simplement un endroit où il va falloir déposer quelque chose. Et la clé privée, ça correspond totalement à la clé que vous utilisez pour ouvrir votre boîte aux lettres. Donc tout le monde a la possibilité de déposer des choses dans votre boîte aux lettres via votre adresse postale qui correspond à la clé publique. Et pour ouvrir la boîte aux lettres, vous êtes le seul à en posséder la clé. Et là, ça correspond à la clé privée. Et une fois que vous avez ouvert votre boîte aux lettres avec votre clé physique correspondant à la clé privée, vous pouvez consulter votre courrier et vous êtes le seul à pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme des clés publiques et privées. Comme je le disais au tout début, c'est un concept qui n'est pas nouveau, qui est validé, qui a été trituré. Beaucoup de gens ont essayé de craquer, de hacker ce genre de système. Alors, il y a rien n'est infaillible, après c'est simplement une question de temps, mais ce système de clés publiques et privées est quand même utilisé dans beaucoup de systèmes, même systèmes bancaires. Donc voilà le fonctionnement, en espérant qu'avec l'image des boîtes aux lettres, vous aurez compris l'utilisation et le rôle des clés publiques et des clés privées. Donc ça garantit l'anonymat également des destinataires. Ce qui est important au niveau de la blockchain, c'est que quand vous envoyez quelque chose, un élément, une crypto-monnaie, quoi que ce soit, à une adresse, vous ne connaissez que l'adresse. Donc dans mon cas, vous ne connaissez que l'adresse postale et vous n'êtes pas obligé, comme une boîte postale, vous ne connaissez pas le nom de la personne qui est derrière la boîte aux lettres. Donc la blockchain garantit aussi un anonymat au niveau de ce qui est envoyé au destinataire, à la fois sur l'émetteur et le récepteur. Alors, un des problèmes à l'heure actuelle, par exemple sur Ethereum, qui est une des blockchains, c'est que si vous vous trompez d'adresse de destinataire, eh ben, votre transfert est perdu dans la nature. Vu qu'on n'a pas la notion de l'émetteur, le récepteur n'existe pas, c'est quand même envoyé dans la blockchain, eh ben, c'est perdu, c'est évaporé. On ne peut pas récupérer quelque chose qui a été envoyé à une adresse qui n'existe pas. Donc ça, c'est un des points importants. C'est le revers de la médaille de l'anonymisation. On n'a pas la possibilité de faire un retour à l'envoyeur. Alors ça, je représente sur cette partie la décentralisation. Ça me permet de vous reparler et d'insister sur ce point, c'est que la totalité des données sont dupliquées sur les postes des utilisateurs. Vous n'avez pas de point central, et ça c'est important parce que vu qu'on n'a pas de point central, on ne peut pas hacker un point qui consoliderait ce fameux registre. Étant donné qu'il est éparpillé sur la totalité et dupliqué sur la totalité des utilisateurs, ça nous garantit qu'à la fois on ne perdra pas ce registre, parce qu'il y a
des dizaines, des centaines, voire des millions de versions qui sont donc dupliquées de par le monde. Donc il est totalement impossible de perdre la totalité de la blockchain. Et d'un autre côté, si on voulait falsifier la totalité de la blockchain, il faudrait le faire sur plus de 50, alors c'est l'attaque des 51%, et c'est 50,000. Il faut plus de la moitié des mineurs, des ordinateurs qui vont valider la blockchain de son côté pour pouvoir falsifier la version originale du registre. C'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Plus la blockchain est grande, plus on a d'utilisateurs, plus on a de mineurs, et plus il est compliqué d'en prendre le contrôle en ayant plus de 50% des éléments qui participent à cette blockchain. Donc ça, c'est un des points importants. Une petite blockchain qui vient d'être créée va être plus facilement attaquable. Une ancienne version qui comporte énormément d'utilisateurs et de mineurs va être très compliquée à attaquer, à falsifier. Voire, on va même parler d'impossible, vu l'énergie que cela demanderait. L'énergie serait tellement importante que le coût serait beaucoup plus important que le gain qu'on pourrait en tirer. Donc ça, c'est un des points importants. La sécurité de la blockchain dépend aussi de la décentralisation et de la démultiplication des blocs, des mineurs et des utilisateurs. Alors la double dépense, c'est un des points également qui va être validé par toute la partie algorithmie de la blockchain. On a énormément d'algorithmes de consensus, de validation. Dans cet exemple, il est impossible d'utiliser, alors je reprends le Bitcoin, hein, mais encore une fois c'est parce que c'est le plus connu, il y en a plein d'autres, d'utiliser une monnaie, un élément de monnaie pour faire deux achats différents. Dans la vraie vie, vous ne pouvez pas utiliser un euro pour acheter deux fois la même chose. Ben là, c'est pareil, tout ça est validé. Lorsque vous engagez une transaction, cet élément de crypto-monnaie est bloqué. On ne peut pas l'utiliser pour faire autre chose. Donc ça, c'est une sécurité et on appelle ça la double dépense. Il est totalement impossible d'utiliser deux éléments. Alors, on parle de crypto-monnaie, mais ça peut être d'autres éléments. Alors, les champs d'action sont nombreux. Je vous ai déjà parlé de la partie certification de documents. Certains pays commencent à utiliser la blockchain pour le cadastre. L'énergie renouvelable est aussi très intéressée par cette notion de blockchain pour voilà, profiter un petit peu de ce que la blockchain peut apporter pour des échanges d'énergie et également en utilisant de la crypto-monnaie pour réaliser ces échanges. Donc là, on a la possibilité de réaliser et de mettre en place différents projets. Ce qui est très important, c'est de qualifier l'éligibilité de la blockchain. Comme je l'ai dit depuis le début, il ne faut pas le voir comme une solution miracle qui est la solution à tous les besoins et à toutes les problématiques. Ça peut apporter beaucoup de choses lorsque le projet est éligible à ce que la blockchain peut apporter et le rôle des différentes personnes qui travaillent sur la thématique et également de conseiller et d'apporter voilà, des conseils et une visibilité sur ce qui est possible de faire. Donc il y a un fort devoir de conseil sur la blockchain car on a entendu et on voit énormément de besoins. Après, qu'est-ce qu'il est réellement possible de faire avec? C'est tout le rôle des personnes qui travaillent sur cette thématique. Et encore une fois, j'insiste, ne voyons pas la blockchain comme une base de données, ce serait une grosse erreur. C'est un protocole qui va nous permettre de certifier des choses et de valider un historique. La blockchain, pour valider des flux de transactions, est quelque chose de très intéressant. Alors, on a plusieurs types, blockchain publique, privée ou de consensus. La blockchain publique, c'est la plus connue. On va parler d'Ethereum, par exemple, d'Ethereum, pardon, justement, qui va nous permettre d'avoir aujourd'hui une blockchain publique dans laquelle tout le monde a le droit d'écrire et tout le monde a le droit de lire. Donc ça, c'est parfait pour, par exemple, de l'échange de monnaie. Monter des projets pour des validations où on va avoir une interaction avec le public, avec la totalité des personnes, ça c'est très pratique. Je vais vous parler de la blockchain de consensus qui, elle, va être mise en place
par exemple un cas d'usage entre des entreprises. On va utiliser une société de transport, un banquier, une usine, des fournisseurs, des magasins. Et bien, tous ces intermédiaires, donc toutes ces entreprises, ces structures vont potentiellement avoir besoin de mettre des workflows, des suivis d'éléments, que ce soit fabrication, paiement de factures, localisation des objets qui auront été fabriqués, ben là, on ne va pas interagir avec la totalité du public, avec la totalité des utilisateurs, mais uniquement entre ces entreprises. Ben là, on va être sur une consensus. Et la blockchain privée, elle va être vraiment interne à une entreprise, entre des personnes, et ça va nous permettre vraiment de limiter les personnes qui vont consulter et bénéficier des données, des certificats, des preuves et de tout l'historique qui aurait été mis dans la blockchain. On a vraiment trois types, de public, privé et de consensus. Alors, en parlant très rapidement de technique, le problème, c'est que pour la technique, il nous faudrait des heures et des heures. Alors, je vous encourage à regarder dans le livre où on détaille vraiment la totalité des actions qui peuvent être faites. Là, j'ai simplement mis sur cette copie d'écran les différentes actions pour installer une blockchain privée. Là, je l'ai fait sur une machine en Linux. Vous constaterez que ça va très vite. On a quelques lignes de commande à passer pour installer un utilitaire qui s'appelle get. On va créer un fichier Genesis qui s'appelle genesis.json, qui est en fait la première brique à cette blockchain, le premier bloc. Et c'est lui qui va être en fait garant. Quand on crée une blockchain, on a toujours le bloc numéro 0, c'est le bloc Genesis, et c'est le premier bloc de notre blockchain. Donc celui qui possède le premier bloc est en fait le propriétaire de la blockchain. Et ensuite, pour lancer notre blockchain, eh ben, on voit qu'en deux lignes de commande, on va l'initialiser avec le fichier Genesis, et on va lancer notre blockchain et lancer une console, et là on va pouvoir interagir, créer des comptes, alimenter ces comptes avec de la crypto-monnaie. On va pouvoir interagir avec cette blockchain. Alors si vous créez de la crypto-monnaie, elle n'aura aucune valeur, elle aura de la valeur que pour la blockchain, donc c'est-à-dire extrêmement limitée, mais ça vous montre en quelques lignes de commande comment créer une blockchain privée très rapidement. Et là, ça va encore plus vite, c'est une blockchain publique, c'est-à-dire que vous allez être attaché à la blockchain de Ethereum public en quelques lignes de commande, et à la fin, vous lancez l'utilitaire. Alors, j'ai mis --fast pour accélérer la synchronisation. Comme je vous l'ai dit, la totalité de la blockchain sera rapatriée sur votre ordinateur. Et à partir de là, vous pourrez vraiment interagir avec tous les utilisateurs de la blockchain. Vous créez des comptes, il faudra transférer des éléments sur ces comptes pour pouvoir les transférer à d'autres personnes, mais vous avez la possibilité gratuitement de lire la blockchain. Par contre, pour transférer de l'argent, il va falloir que les mineurs valident vos transactions, et pour ce faire, ils prennent une part, il y a de l'argent, on appelle ça le gas, c'est une commission que les mineurs vont prendre à la fois pour financer leur énergie de fonctionnement, et également que la notion de minage soit rentable pour que des personnes mettent des fermes de minage en œuvre. Alors, on pourrait débattre très longtemps sur cette notion de ferme. Il y a beaucoup aujourd'hui de débats là-dessus. Il y a beaucoup de mineurs qui sont positionnés en Chine à l'heure actuelle parce qu'ils ont monté des fermes gigantesques. Mais voilà, le tout, c'est que vous compreniez cette notion. Les mineurs sont des ordinateurs externes qui valident les transactions. Une fois que la transaction est validée, ils écrivent les blocs et les rajoutent à la blockchain, en prenant une commission, bien sûr, au passage. Donc moi, j'en ai terminé pour cette présentation. Pour la partie technique, je vous encourage à regarder l'intérieur du livre, où on va quand même assez loin sur le fonctionnement de la blockchain. Si vous avez des questions, on a encore quelques minutes pour répondre à des questions. Le but, voilà, c'est d'échanger. Si vous voulez utiliser le chat pour poser quelques questions, sinon, je vous invite encore une fois à consulter le livre et à nous suivre sur Internet, où on publie quand même beaucoup d'informations sur le sujet.
dans l'onglet questions, vous avez pas mal de questions, Monsieur Goulet. Oui, oui, je viens de voir. J'essaye de le faire apparaître. Je peux vous les lire si vous voulez. J'ai Alors, l'impression que c'est... oui, je vois, on me demande quel est le montant des commissions. Alors, c'est extrêmement complexe pour répondre à cette question-là parce que ça dépend totalement de ce que vous allez envoyer à l'intérieur. Je suis resté très vague sur la notion de smart contract qui, en fait, la possibilité d'interagir et de mettre des programmes à l'intérieur de la blockchain. Et en fonction de ce qu'on va mettre, si c'est des transferts de crypto-monnaies ou si c'est de l'utilisation de smart contracts qui vont tourner, là, ça va être le prix va être relativement différent. Mais sachez que pour un transfert d'argent, c'est quand même relativement faible. Après, il faut faire beaucoup de volume pour avoir des sommes, des commissions importantes. Mais c'est quelques centimes pour transférer une somme importante de crypto-monnaies. Alors, je cherche une question. Alors, quelles ressources matérielles faut-il pour installer Get? C'est extrêmement peu consommateur. On a besoin de très peu de choses. On peut le faire tourner sur une petite machine. Après, comme je vous ai dit, c'est parce qu'avec Get, vous n'êtes pas obligé de lancer le minage. Vous pouvez juste l'utiliser comme un client et on n'est pas obligé d'avoir une machine gigantesque. On va dire avec 2 cœurs et 4 gigas, on est capable de faire quelque chose et de travailler avec. Alors, j'ai une autre question sur la duplication des données vers plusieurs machines ne va pas détériorer les performances. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce genre de produit est prévu pour et que c'est uniquement en lecture que vous allez dupliquer les données. Hein. Pour la partie écriture, c'est vraiment les mineurs qui s'en chargent. Après, il est possible que au niveau notamment des algorithmes de consensus, qu'on arrive à des limites. Même la taille du bloc va être structurant pour la performance. Il n'est pas improbable que pour la suite, on arrive à avoir besoin de changer soit les algorithmes de consensus, soit le mode d'échange, le mode d'écriture. Ça devrait arriver en fonction du succès de la technologie. Pour l'instant, ça tient la route, mais peut-être que demain, on va avoir besoin de changer des choses et c'est à l'étude. Voilà, moi j'ai répondu à quelques questions. Au niveau du temps imparti, on arrive au bout, on avait prévu de finir à 13 heures. Comme je vous le disais, n'hésitez pas bien sûr à lire le livre et à nous suivre sur Internet pour qu'on puisse échanger et voir voilà, si on peut vous accompagner, vous éclairer sur le sujet. Voilà, bon, je pense qu'on va finir pour ce webinaire et au plaisir de vous suivre. Merci. Alors à tous, merci beaucoup de nous avoir suivis donc, pour ce webinaire. Vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne YouTube Édition Eni et on publiera également les réponses aux questions pour lesquelles vous n'avez pas pu avoir de réponse à cause du temps imparti sur notre blog Medium. L'adresse sera sur la vidéo au niveau de la chaîne YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis, à bientôt.